Bienvenue à vous, à la une de l'actualité. Volodymyr Zelensky aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump. Une première depuis le début du conflit en Ukraine. Entouré de ses alliés européens, il espère contraindre la Russie à un cessez-le-feu. On retrouvera Sonia Dridi en direct. Le rush des derniers achats avant la rentrée scolaire, des fournitures qui peuvent coûter cher, surtout dans l'enseignement technique et professionnel, jusqu'à 1 000 € pour certaines familles. Top départ des négociations à Bruxelles qui attend toujours son gouvernement. 1 an après les élections, le président des engagés, Ivan Verhofstadt, a lancé sa mission de facilitateur. On en parle avec Thomas Deschamps. Agriculture et sécheresse ne font pas toujours bon ménage. Des ballots de paille ont été incendiés en région namuroise. Des pompiers sont intervenus et alertent sur les risques de ces feux. Les précisions avec Louis Matagne. Et puis les fruits aussi impactés par la chaleur. Ils sont déjà mûrs plus tôt que prévu cette année. Alors on ne traîne pas pour aller les faire presser et récolter leur jus. Votre 13h, Anne-Sophie Lepro. Bonjour à toutes et tous. L'Europe fait bloc derrière l'Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est arrivé à Washington pour une réunion importante avec son homologue américain Donald Trump. C'est une première depuis le début de l'invasion en 2022 et Zelensky peut compter sur ses alliés européens. Plusieurs dirigeants ont aussi fait le déplacement à Washington. Objectif, négocier un cessez-le-feu avec la Russie. Pierre Bruire, Quentin Warlop. Jour J à la Maison-Blanche. Volodymyr Zelensky à Washington à la une de tous les journaux du monde entier. À peine arrivé sur le sol américain, il envoie ce message. Merci à Donald Trump pour son invitation. Nous partageons tous une volonté forte de mettre fin à cette guerre rapidement et de manière fiable. Et la paix doit être durable. Volodymyr Zelensky de retour à Washington, une première depuis sa rencontre il y a 6 mois avec Donald Trump dans le bureau ovale, qui avait rapidement tourné à l'affrontement verbal. You gotta be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. Donald Trump, qui pourrait bien demander aux Ukrainiens de négocier un accord de paix sans cessez-le-feu, en plus de devoir concéder des territoires revendiqués par la Russie. Mais dans le même temps, son administration affiche son soutien à l'Ukraine. All the American support continues for Ukraine. And ultimately, look, if we're not going to be able to reach an agreement here at any point, then there are going to be consequences. Not only the consequences of the war continuing, but the consequences of all those sanctions continuing and potentially new sanctions on top of it as well. Avant son départ pour les États-Unis, le président français Emmanuel Macron prend la parole au nom des Européens. Pas de discussion sur l'Ukraine sans les Ukrainiens. Mais de la même manière, pas de discussion sur la sécurité des Européens sans eux. Est-ce que je pense que le président Poutine veut la paix ? La réponse est non. Si vous voulez mon intime conviction, non. Alors y aura-t-il un cessez-le-feu ou un accord de paix ? Quelles pourraient être les concessions ukrainiennes ou russes ? Et puis, comment assurer la sécurité en Ukraine une fois la guerre terminée ? Autant de questions qui seront débattues ce soir à Washington. Voilà pour la position de l'Ukraine et de l'Europe. Mais qu'en est-il côté américain ? Eh bien, rendons-nous à Washington où Sonia Dridi nous attend. Alors Sonia, vous allez suivre cette actualité. Mais quel est l'état d'esprit de Donald Trump ? Que doit-on attendre de sa part ? Eh bien, Donald Trump est très pressé de mettre fin à cette guerre en Ukraine. Il est frustré de ne pas y être parvenu jusqu'à présent. C'était l'une de ses grandes promesses de campagne. Et donc, beaucoup de défenseurs de l'Ukraine craignent que le président américain mette la pression sur le président ukrainien. Et d'ailleurs, hier soir, il a posté des messages sur son réseau Truth Social en ce sens. Il a notamment affirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky pouvait mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement. Il considère donc que la balle est dans le camp de Kiev et il a exclu que Kiev récupère le contrôle de la Crimée annexée par Moscou en 2014 et entre dans l'OTAN. Autre élément inquiétant pour le côté ukrainien, c'est qu'après sa rencontre avec Vladimir Poutine, Donald Trump a changé de discours. Avant, il a insisté sur l'importance d'un cessez-le-feu et désormais, il dit bien qu'il faut travailler à un accord de paix, non plus un simple cessez-le-feu, et cela
c'est ce que souhaite Vladimir Poutine. Autre grand sujet qui sera abordé aujourd'hui entre les deux hommes et avec les leaders européens, ce sont les garanties de sécurité. Donald Trump s'est exprimé en faveur de garanties américaines. L'idée la plus avancée pour l'instant, eh bien, ce serait une clause de sécurité collective pour laquelle les pays en soutien de l'Ukraine s'engageraient à intervenir en cas de nouvelle attaque. Mais le président américain a assuré que cela ne pourrait pas se faire dans le cadre de l'OTAN. Merci à vous, Sonia, pour toutes ces précisions en direct de Washington. Et l'enjeu de cette rencontre est énorme, mettre un terme à ce conflit qui fait rage depuis 2 ans et demi, car sur le front, les bombardements et les attaques continuent. Encore cette nuit, une frappe de drone a fait au moins 5 morts à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Les images sont commentées par Catherine Tonero. De la fumée et des flammes s'échappaient encore tôt ce matin de cet immeuble résidentiel de 5 étages, principale cible d'une frappe massive de drones russes. Encore sous le choc, cette résidente a échappé au pire. Ils ont frappé un immeuble d'habitation ordinaire, avec de nombreux appartements où vivaient beaucoup de familles. Avec des enfants en bas âge, une aire de jeu, un complexe résidentiel. Il n'y a pas de bureau ni rien d'autre ici. Nous vivions paisiblement dans nos maisons. Une vingtaine de personnes ont été blessées et 7 tuées, dont une fillette d'1 an et demi. Les services d'urgence continuent de travailler, déblayant les décombres. Malheureusement, le nombre de victimes risque d'augmenter. Je pense qu'il y aura davantage de victimes. Le ministère russe de la Défense publie ce matin ces images de frappes de missiles qui ont aussi touché un établissement d'enseignement dans la région de Soumy, proche de Kharkiv. 2 personnes au moins ont été blessées. Ils ont frappé les universités afin qu'il y ait moins de personnes éduquées et compétentes ici. Ils sont simplement envieux de nous. Mais l'Ukraine n'est pas la Russie. Attaque aussi à Zaporijjia où les autorités ukrainiennes font état d'au moins 3 décès et 20 blessés. Plus au sud, enfin, la ville d'Odessa a également été touchée. Là, les attaques russes ont provoqué des incendies dans des infrastructures énergétiques, mais aucune victime n'a pour l'heure été recensée. Et la parole aussi au président des engagés, Ivan Verhofstadt, pour sortir Bruxelles d'une très longue crise. Sa mission de facilitateur commence aujourd'hui pour former un gouvernement bruxellois plus d'1 an après les élections. Alors retrouvons Thomas Deschamps en direct. Alors Thomas, l'objectif c'est clairement d'aboutir à un accord pour le 15 septembre. Oui, tout à fait, ce qui laisse donc moins d'1 mois pour non seulement cette nouvelle mission de facilitateur qui vient de démarrer ce lundi, mais aussi derrière une éventuelle formation de gouvernement, puisque l'objectif, c'est bel et bien d'avoir un gouvernement bruxellois de plein exercice installé pour avant le 15 septembre, pas une simple relance des négociations. Autant dire que le délai sera très très court, d'autant plus que ce facilitateur, il démarre de plus loin que ses prédécesseurs, pourrait-on dire, car sa mission, elle est aujourd'hui soutenue par 4 partis principalement, Groen, Vooruit, le CD&V et les engagés, donc une sorte de bloc centriste ou bloc central sur lequel, c'est vrai, on peut bâtir une coalition plus large, mais ça veut dire aussi qu'il faut maintenant aller rechercher les 2 plus gros partis de la capitale, donc le PS et le MR, sans lesquels rien n'est possible aujourd'hui en région bruxelloise, sans compter aussi bien sûr l'un ou l'autre député côté flamand, avec toujours la question lancinante, non résolue, de la participation ou non des nationalistes flamands de la NVA. Alors pourquoi s'être imposé cette deadline du 15 septembre? Est-ce jouable? C'est la question que nous avons pu poser ce matin au nouveau facilitateur, le président des engagés, Ivan Verhofstadt. Mais c'est pas tellement que je l'espère ou qu'on se fait ça par plaisir. La réalité, c'est simplement qu'on doit avoir une solution pour le 15 septembre, ou en tout cas pas loin du 15 septembre, parce que le Parlement rentrera à ce moment-là et qu'on doit absolument avoir les 12e provisoires qui vont continuer. Donc le 15 septembre, l'urgence est là. L'urgence financière, la réalité pour les Bruxellois et pour les Bruxellois, la réalité de terrain, au 15 septembre, on a rendez-vous avec l'histoire. Ici, c'est une initiative à 4 partis, on est encore très loin d'une majorité. On est encore très loin et on a un très bon début. Merci à vous Thomas Deschamps pour toutes ces précisions. Et c'est donc bientôt la fin des vacances pour les partis, peut-être pour vous aussi. Et si vous revenez en avion, vous ne risquez pas d'atterrir sur l'une des pistes principales de Brussels Airport. Elle est en travaux depuis plus d'1 mois. Une rénovation bien nécessaire et plutôt inhabituelle. C'est la première en 10 ans, d'une telle ampleur en tout cas. Nicolas Lejuste et Clara Wertz. Plus un seul avion sur cette piste, les voilà remplacés par des véhicules de chantier. Aujourd'hui, on en compte 200 pour remettre la piste à neuf.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des travaux de rénovation de grande ampleur qui se terminent ici le 27 août. Ici, c'est le dernier tiers de la piste qui est rénové. Au total, c'est 290 000 mètres carrés d'asphalte qui sont posés ici sur la piste. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 40 terrains de football. La piste ici, elle fait 3,2 km de long et 60 mètres de large. Un balai incessant anime la piste, les machines de chantier aplatissent, retapissent de l'asphalte tout chaud. 1 millier de personnes travaillent sur ce chantier depuis le 12 juillet. On a un planning très strict. On n'a que 6 semaines et demie justement pour faire le travail et après ça doit être terminé pour éviter qu'on a encore des délais après. L'une des 3 pistes de l'aéroport est donc fermée, celle qui est au sud. Pendant ce temps, le trafic aérien est reporté sur les 2 autres pistes de l'aéroport en pleine période estivale. La raison pour laquelle on fait ça en été, c'est très simple, c'est en raison des conditions météo. En fait, pour poser une telle quantité d'asphalte, vu qu'on parle quand même de 290 000 mètres carrés d'asphalte, il faut avoir des bonnes conditions météo, il faut qu'il fasse avant tout sec. Et alors aussi, un avantage de l'été, c'est que les journées sont plus longues et donc le chantier peut être plus long et on peut raccourcir la durée du chantier. Les travaux dureront encore jusqu'au 27 août, puis les machines de chantier céderont leur place aux avions propriétaires des lieux. À suivre dans ce journal, apprendre tout en se creusant les méninges. C'est toute l'idée derrière cet escape game en plein air au musée de la préhistoire à Liège. On résout des énigmes dans ce journal. Et puis en football, Charleroi toujours en quête de victoire cette saison. Encore un partage pour les Zèbres face à l'Antwerp hier soir. Insuffisant pour une équipe qui vise le top 6. Fini les grosses chaleurs, on a retrouvé des températures plus agréables, mais toujours élevées, jusqu'à 29 degrés demain. Et comme il n'a pas plu depuis longtemps, eh bien les champs agricoles sont secs. À Sorines, en province de Namur, les pompiers sont intervenus la nuit dernière pour un incendie de ballots de paille, le 2e du genre dans la région en moins d'1 semaine. Alors retrouvons Louis Matagne depuis Sorines. Louis, il s'agit d'un incendie un petit peu particulier qui pousse d'ailleurs les pompiers à mettre en garde. Oui, donc ici, ce qui s'est passé, c'est que ce sont des entrepreneurs agricoles qui auraient mis le feu à des ballots de lin, qui ont donc pris feu et généré beaucoup de fumée. S'ils ont fait ça, c'est quelque chose qui se fait parfois dans le milieu agricole, c'est parce qu'ils jugeaient ces ballots de mauvaise qualité. Mais on a tendance à générer beaucoup de fumée, et donc des promeneurs ont alerté les pompiers qui sont intervenus dans la soirée pour éteindre l'incendie. Ils sont d'ailleurs encore intervenus ce matin et gardent la situation sous surveillance. En fait, les pompiers n'hésitent pas, ils préfèrent ne pas tergiverser parce que ça peut sembler anodin, un feu comme celui-là. Mais en fait, il fait encore très sec. Le risque est toujours considéré comme élevé dans les milieux ouverts et donc les pompiers sont extrêmement vigilants et c'est le message qu'ils font passer. La vigilance reste importante en cette fin d'été. Ça vaut pour le monde agricole mais ça vaut aussi pour vous et moi, pour les particuliers. Et d'ailleurs, voici quelques conseils que nous donne le porte-parole de la zone d'Inafi, Patrice Liétard. Les feux ne sont pas autorisés à moins de 100 mètres des habitations, un code rural. Si néanmoins vous faites un feu, faut toujours rester vigilant et à côté du feu jusqu'à son extinction totale. Forcément le classico, ne jamais lancer de cigarettes dans la végétation. Et si vous vous arrêtez en véhicule sur le bord d'une route et que les herbes sont hautes et sèches, être toujours vigilant parce qu'un pot d'échappement, c'est plusieurs centaines de degrés. Merci à vous Louis. Et les champs bien secs, les fruits bien mûrs aussi. Avec les températures élevées, la récolte des pommes par exemple a eu lieu plus tôt que prévu. Ce serait dommage de les jeter. Alors il ne faut pas traîner pour les presser et en faire un bon jus. Ça tombe bien puisque les pressoirs vous accueillent dès maintenant. Illustration à Estine dans le Hainaut avec Jean-Marie de Quézel et Laurie Cailloub. Des jaunes, des rouges et des vertes. Depuis 6 heures ce matin, des dizaines de personnes déchargent des centaines de pommes dans cette ferme pour en faire du jus. 110 kilos pour madame. Souvent, la barre des 100 kilos est dépassée comme ici. C'est une tradition pour certains et une découverte pour d'autres. J'ai un verger, j'ai 50 arts de terrain et j'ai beaucoup de fruitiers, dont des pommiers, poiriers, etc. Voilà. Ici, c'est des cubis de 3 litres que je demande et à mon avis, j'en aurai entre 20 et 30. Je suis venue déposer mes pommes pour récolter le jus, pour rendre mes pommes utiles. C'est la première fois ici, pressage donc de pommes, des pommes de Manu Saint-Jean qui viennent de chez ma belle-mère. Et on va tester pour faire du jus de pomme. Et pour faire ce jus, il faut obligatoirement passer par ceci, la presse à fruits. Les pommes y sont versées pour être broyées. Le jus est en partie stocké dans ces 5 cuves de plus de 600 litres chacune. Donc une fois que les clients ont amené leurs pommes et qu'elles sont identifiées, on les met dans la presse qui est ici derrière. On traite les lots de manière individuelle
Donc chacun récupère son propre jus. Ça rentre dans la presse, le jus s'écoule, il y a une petite décantation en cuve et après on pasteurise. Pasteuriser, c'est chauffer le jus à 80 degrés pour qu'il puisse conserver. Cette année, il y aura plus de jus que d'habitude car la récolte de pommes a été exceptionnelle et s'est faite plus tôt que prévu. Cela s'explique par une météo très favorable. Cette année-ci, on a une saison un peu atypique, inversement aux 2 années précédentes. On a eu un printemps assez doux. Il n'y a pas eu de gel sur la floraison, comme pour toutes les floraisons, quelles qu'elles soient, que ce soit prunes. Et on a eu un printemps assez sec et sans être humide, donc la floraison a été parfaite. Les abeilles ont aussi butiné pour polliniser les fleurs. En moyenne, comptez 5 jours pour passer du verger au vert dans des cubis d'1,5 litre ou de 3 litres. Si vous cherchez une activité originale pour la dernière semaine de vacances, eh bien on vous invite au plus grand musée de la préhistoire de Belgique. C'est à Liège et cette année il propose une toute nouvelle activité, un escape game mais en extérieur. Un bon moyen de s'intéresser à notre passé tout en s'amusant. Jérôme Deneville et Julien Covolo ont rencontré des participants manifestement convaincus. New Hope, un nouvel espoir. Dans cet escape game en plein air, il faut sauver l'humanité d'une intelligence artificielle. Cette famille est venue depuis Courtrai pour tenter l'expérience. Ik vind het superleuk omdat het buiten is en dat het Nederlands is. Ja, het is heel leuk, het is heel uitdagend, heel leuk om te doen met de kinderen. Er is ook een Nederlandstalige versie. Dus nee, het is heel tof uitgevonden. Ja. Un escape game dans un musée, c'est aussi une toute nouvelle façon d'apprendre en s'amusant. Je suis prof d'histoire et mon but c'est ici un petit peu de voir si pour mes élèves ça pourrait fonctionner puisque je pense que les rendre plus actifs ça pourrait être utile. Et donc voilà, on va un petit peu voir ce que ça va donner avec les enfants et venir en éclaireur. C'est toujours un plus justement dans des gros parcs comme ici ou des gros musées de proposer d'autres activités, je trouve, et ça peut apporter une plus-value. Et ça fonctionne, le public en redemande. Les gens s'en sortent bien, s'en sortent vraiment bien. On a quand même des bons scores et le plus important c'est qu'ils s'amusent. C'est ça qui est chouette, même s'ils n'ont pas un très bon score, quand ils viennent avec le sourire, qu'on voit qu'ils ont couru, qu'ils sont amusés, c'est vraiment ça le plus important. Pour que cette expo interactive voie le jour, les historiens se sont tournés vers d'autres métiers. On s'est mis au travail avec des professionnels de la gamification, de la création d'escape games autour d'un concept qui était très simple. Les musées aujourd'hui doivent essayer de trouver les gens de la rue, les gens, tout le monde. Et donc on cherche de nouvelles formes d'exposition pour aborder des sujets de société et de faire quelque chose de ludique. Parler d'intelligence artificielle, c'est aussi un moyen d'ouvrir le débat sur l'actualité et relier hier à aujourd'hui. En football, toujours pas de victoire pour Charleroi en championnat cette saison. Face à l'Antwerp hier soir, les Zèbres ont sauvé les meubles en arrachant le partage, encore une fois, ce qui n'a finalement rien de rassurant. Résumé de la rencontre avec Charles-Emmanuel de Wassège. Charleroi devait se ressaisir après la défaite face à la Louvière la semaine dernière. Encouragés par de nombreux supporters enthousiastes, les Carolos entament bien la partie. Mais le tir de Titraoui à la 3e minute de jeu est beaucoup trop tendre. Les Zèbres commettent encore trop d'erreurs. Le gardien de la Vallée manque complètement sa relance et offre le ballon à un Anversois. Adekami en profite alors pour ouvrir la marque. C'est 0-1 pour l'Antwerp. En fin de première période, Charleroi égalise sur cette superbe frappe enroulée du pied gauche de Guillagon. Un but magnifique qui relance complètement les Zèbres dans la partie. Charleroi se crée alors plusieurs occasions, mais les attaquants manquent de réalisme devant le but anversois. Score final 1-1. Les Zèbres n'ont toujours pas remporté le moindre match depuis le début de la saison et s'engluent en fin de classement. Les Carolos pointent à la 14e place avec 3 points. L'Antwerp est lui 7e avec 6 unités. Encore un mot de sport et cette mauvaise nouvelle pour Norwitz. Fin de saison pour l'heptathlonienne belge, blessée depuis longtemps à la cuisse. Elle doit renoncer aux mondiaux d'athlétisme. Ils ont lieu à Tokyo mi-septembre. Norwitz qui était pourtant l'une de nos plus grandes chances de médaille. Elle qui avait décroché le bronze au JO de Paris. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, un épisode de l'heure H avec Jean-Louis Lahaye, suivi de la météo de Nathalie Guirma. Je vous souhaite une excellente après-midi et à demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'app RTBF Actu et Ovio.